organisation, c'est pas compliqué. Hein. Parce que c'est pas une famille entière avec laquelle je voulais couper les ponts, c'est seulement avec le chef de famille, c'est un grade, c'est le grade de chef, ça en dit long. Donc j'ai coupé les ponts, je pense que j'ai très bien fait, et puis depuis donc je suis là, dans les parages, sans remords ni regrets comme on dit, sans espoir non plus, quand j'y pense, l'espoir il viendra, mais il viendra plus tard, hein, quand il sera devenu absolument indispensable, comme c'est bien fait. C'est la décision de rester en bas de l'immeuble qui a engendré en moi la figure, du moins, il me semble, mais bon, si ça se trouve, la figure était là déjà avant, dans le champ. J'en sais rien. Toujours est-il que sans elle, il n'y aurait pas eu de dissidence envisageable. Je n'aurais pas tenu le coup sans elle, ça, j'en suis certain. La figure, ce n'est pas vraiment la personnification de l'espoir, je dirais pas ça. Comme je le disais tout à l'heure, l'espoir n'arrive que plus tard. Il y a d'abord eu la figure, un schisme stratégique. Nous sommes séparés. Quoi. Qui voudra me croire quand je dirais que j'ai commencé ma vie en animal? Et avant la figure, je le jure, j'étais rassemblé. Manger, boire, dormir, éviter les coups. Ces missions accomplies dans un éther poisseux et acide où la violence se frayait des passages. Un folklore bruyant me descendait les artères, les coups pleuvaient, j'ouvrais des caves ou mourir dans un sous-monde que je croyais être le seul monde. Pas la moindre velléité de révolution, alors pourquoi? Que désirer, j'avais tout. Pendant des années, je n'ai rien vu du reste de l'univers connu. J'étais là, dans un monde plein de dangers. Pas de bonté, pas de beauté, ni le contraire d'ailleurs. La vie comme elle va dans le mal. Parce que le mal n'est pas le contraire du bien, à mon avis. C'est précisément ce qui reste quand on enlève les deux. Dans un monde où il n'y a ni bien ni mal, alors là, tu peux être à peu près sûr qu'il y a le mal. Hein. J'ai commencé ma vie en animal, ça j'en suis certain. Je n'étais pas dans une famille, mais disons dans un groupe humain qui n'aurait pas encore été découvert par lui-même. Je veux dire, quand nous disséquant autant qu'on était, on n'aurait rien trouvé d'autre que ce que l'on trouve à l'intérieur d'un chevreuil ou d'un... Rien de particulièrement humain. Je sais que c'est poussé un peu, je ne juge pas. Hein. Bon, pas de conscience sociale, disons, avant la figure, un animal, je vous dis. Le genre d'être qui n'a pas toujours fait l'objet d'études, mais qui se révélera être un bon cheval le jour où, se piquant de représenter les siens, l'un d'entre eux se sera extrait de ce marécage filial par l'opération conjointe du Saint-Esprit et de l'ascenseur social, de la chance ou de la validité sur le marché sexuel, pour se retrouver, se retourner et dresser le portrait critique du théâtre de ses origines. Mythologie du sauvetage de soi par soi-même, acquisition de la langue de l'ennemi, comme on dit, hein. Combat qui se perd dans le double mouvement de la détestation et de la défense de sa communauté d'avant, rejet et amour des siens, pendule, quoi, une pendule de chair et de sang et d'os, désorientée par la séduction, nécessaire du milieu désigné comme adversaire et qui est pourtant devenu la seule destination enviable et envisageable, la fin de sa petite race personnelle. Le sauvé, quoi, le traître, ou le héros selon, revenu de son odyssée dans les bas-fonds par un sentier de langage qui ne se laisse pas facilement arpenter dans le sens inverse. Et il ne sera plus jamais ici ou là à sa place en fait, mais pourra jouir ici et là d'un prestige un tantinet morbide. Arrivé par l'escalier social, donc tout seul comme un con. Quel sérieux. En même temps c'est sérieux, mais bon j'arrête. Je continue. La figure. Un interlocuteur si vous voulez, pas un espoir mais une patience, un volume de pressentiments bouillonnants, du grain à moudre dans l'espace entre le bien et le mal justement, un lieu où rigoler en silence et ourdir des revanches impérieuses ou puériles. La figure, c'est mon pain noir et mon pain blanc, c'est la tempête au bout de mon doigt. Souk ou affaisse la voilure dans mon front, c'est selon, soit mon chien, soit mon cœur, un coin pour pisser ou vomir. La figure, j'y suis soudé comme au reste, image de l'impossible, le néant en plus petit, avec l'infini dedans qui est compris. Ma carcasse adorée ordinaire et putrescible possède un centre bien chauffé où j'entasse et stocke et camoufle. C'est la figure qui est mon petit nerveux secours et mon indifférence. Et en même temps, c'est de là que je décoche mes flèches et de là que je dors en clochard. Ou en plus qu'éphémère maître du monde, que je travaille à quelques enluminures ou que je cuisine des poisons, c'est là-dedans. La figure amène ou équivalent. Mais bientôt j'adhère de nouveau au processus qui consiste à raconter quelque chose parce que c'est vrai que c'est mon but ici. Donc j'ai décidé de ne pas monter dans l'appartement, de ne pas m'installer, de ne pas poursuivre en famille, disais-je. Voilà, je dis ce qui est, j'y arrive, j'espère que j'y arriverai. C'est dans la durée que ça se mesure. Dans l'appartement, je ne suis pas monté, je le jure, par ma voix qui tremble. Il faut me croire, sinon tout est perdu. Et autant ne plus croire en rien, si une telle chose est possible,
ce dont je doute. Oui, bien sûr, on peut accrocher des médailles à ceux qui ont eu des difficultés dans la vie, c'est ça. Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais par contre, j'aime bien l'expression, enfin la façon dont c'est exprimé. Mais par contre, quand même, je tiens à dire que c'est un roman. Hein, c'est un roman. Il y a du matériel, littéraire, autobiographique, mais c'est pas vraiment un retour au pays natal, parce que j'en suis jamais parti. C'est ce que le livre dit, c'est que je suis jamais parti de là, en fait. Parce que c'est pas un livre sur mon passé, c'est un livre sur le passé tel qu'il existe dans la matérialité de mon corps, dans ma mémoire. Ouais. Pas intérieurement dans une approche poétique ou dans une approche romanesque intérieurement, mais qui existe dans la matérialité de mon corps, comme pourraient le dire des scientifiques, des neurologues, des gens dont c'est le métier de savoir ce qu'il y a dans nos crânes, quoi. S'ils nous scient la tête, ils vont devoir un viscère tout blanc qui ressemble à un chou-fleur, et dedans il y a tout un monde en fait. On ne sait pas à quoi ça ressemble réellement, mais c'est avec ça qu'on vit. Parce que les gens qui sont dans le livre, ils sont morts depuis 35 ans. Dans cet appartement, il y a une autre famille qui vit probablement quelque chose de formidable, ou peut-être en tout cas très différent, mais vous voyez, il n'y a pas de trace du mal, il n'y a pas de trace du malheur, de la violence, etc. Si on n'informe pas les gens, à moins d'être une sorte de pseudo-chaman, penser que je sens une drôle d'atmosphère dans cette pièce, il a dû se passer des choses, mais tout le monde n'est pas sensible comme ça aux fantômes. Donc en fait, il ne reste rien de tout ça que ce qui se passe dans ma tête. Et c'est pour chacun d'entre nous que c'est comme ça. Il y a évidemment. Et c'est ce qui vit encore dans votre tête, voilà, mais dans lequel vous puisez. Alors, je ne sais pas si ça vit, il y a une persistance, en tout cas c'est vrai, et en particulier des joies et des bonheurs, et aussi des choses tragiques. Non, une persistance. Une persistance, comme une persistance rétinienne, quoi. Comme quand on voit le soleil, qu'on tourne la tête, et quoi qu'on regarde, on voit encore le soleil. Oui. Ben, c'est pareil, sauf que c'est avec la mémoire. Donc il y a une persistance des choses heureuses et des choses tragiques. Il y a un archipel de souvenirs. Il y a des souvenirs qui sont plus saillants que d'autres. On en a énormément. Si quelqu'un vous dit, mais tu te souviens pas, on avait joué au ballon, rappelle-toi, il y avait un chien noir. Ah oui, ça y est, ça. Vous voyez, on n'a pas passé sa vie à essayer de maintenir ce souvenir du chien et du ballon. Mais un chien noir et un ballon rouge au bord d'un lac, ça y est, on s'en souvient. On s'en était jamais souvenu parce que ça ne nous a pas intéressé. Mais si quelqu'un vous dit ça après d'un bistrot, qui vous revoit, qui dit mais on s'est connus, on s'est croisés. Ah bon, le chien, le ballon, ah ouais, incroyable. Et là, première fois qu'on fait venir le souvenir. Mais en attendant, s'il n'avait pas été exigé par quelqu'un ou par une situation, il serait resté dans un état, dans quel état, je ne sais pas, mais en tout cas dans la matérialité du corps, manifestement, quoi. Donc il y a des souvenirs qui attendent d'être cliqués comme ça, et puis d'autres qui n'ont pas besoin d'être cliqués, qui viennent d'eux-mêmes. Ils viennent, ils insistent, ils frappent. En écrivant peut-être, en faisant... Non, justement, pas forcément en écrivant, parce que ça, j'ai pas eu besoin de... C'est pas une exploration... Non. C'est pas l'écriture d'un explorateur. Non, parce que ça c'est... Oh, mais il contredit, il dit non à tout ce que je dis. Parce que c'est pas une écriture proustienne. Tout contre la libraire. Pas du tout, mais c'est pas... Vous voyez, le travail de Proust, par exemple, ou un travail de la mémoire, dont l'écriture serait vraiment un sentier ouvert à travers la jungle, des impossibilités de faire route arrière dans le temps. Parce que c'est ça le problème, on ne peut pas faire route arrière dans le temps. Bon, ben, moi, c'est pas ça. J'ai pas écrit pour me rappeler des moindres détails. D'ailleurs, il n'y a aucun détail. Non, c'est pas les détails, c'est pas... non, c'est pas romanesque. C'est un état nerveux, plutôt. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de c'est comme quelqu'un c'est comme un sismographe qui ausculte, qui explore, moi je trouve que c'est un livre qui est écrit presque avec on dirait presque avec un burin, on sculpte quelque chose et on explore, c'est de la sculpture. Oui, c'est pas une découverte d'un truc existant sous terre, c'est une sculpture. C'est une sculpture. C'est-à-dire que j'ai projeté moi une forme quand même. Voilà, il y a une forme littéraire, c'est pas du tout un livre où, voilà, de façon romanesque et linéaire, on est comme ça dans un voyage intérieur circulaire pour moi, et en même temps flamboyant. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est l'emploi du vocabulaire qui est un vocabulaire
à chaque fois on dirait que vous avez soulevé une pierre et qu'il y a un mot qui arrive et qu'on redécouvre. C'est ça la sensation littéraire, c'est ça le grand bonheur littéraire qu'on éprouve, c'est d'avoir l'impression que chaque mot vient d'être découvert et que vous le posez. Et tout ça fait un texte et surtout une sorte d'agencement, une musique qui est assez époustouflante. Mais on comprend quand même qu'il y a des continents intérieurs qui ont ressurgi à l'occasion de ce livre et qui étaient là. Moi, surtout, ce que j'aime, c'est le rapport à la terre, au vent, au feu, aux éléments. Et ça, c'est très beau parce que c'est un livre qui est écrit aussi qui est chargé du cosmos, quoi. C'est pas un livre qui est plat. C'est un livre qui embarque et qui porte le cosmos. Et en même temps, il y a dedans quand même des points biographiques que je n'avais jamais repérés dans les autres textes. Donc, à ce titre-là, il y a quelque chose, il y a un petit écart qui a été fait dans ce texte. Est-ce que je me suis trompée ou est-ce que... Il y a des choses comme ça qui sont dites. Et on voit que c'est un auteur qui se met en route, d'abord en refusant. Il y avait ce qu'il ne voulait pas. Et en décrivant tout ce qu'il ne voulait pas, il y a quelque chose qui sort de ce qu'il était. Mais ça s'est construit par un refus de monter dans l'immeuble, refus d'un certain nombre de choses, refus de la violence. Et c'est savoir ce qu'on ne veut pas. Est-ce que ça a été un moyen au démarrage? Est-ce que ça a été ton école? Non, pas du tout. Non, mais je vous dis. Non, mais je vous dis. Non, tout ce que je vais dire, ça va être non. Enlevons. C'est pas grave. Non, parce que c'est pas. C'est normal, c'est le texte, hein, c'est refus. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est que. J'ai mal lu. Mais non, mais laissez-moi expliquer. Le livre et moi, c'est deux choses différentes. Je n'ai pas vécu ce qu'il y a dans le livre. J'ai vécu un certain nombre de choses, mais je suis monté dans l'appartement. Quand j'avais 3 ans, je ne suis pas resté en bas de l'appartement. Je n'ai pas habité près d'un laurier. C'est pas une biographie, ça, c'est pas vrai. J'ai bien compris ça. C'est un truc fantastique. Non, mais je le rappelle parce que du coup, non, moi, ma vie, j'ai pas dit non. J'étais pas en position de dire non. Si on en revient à l'expérience que j'ai vue, je ne pouvais pas dire non. Tout ce que je pouvais, c'est affirmer, quoi, éventuellement. Alors peut-être qu'intérieurement on dit non, mais c'est pas vraiment un non, c'est plutôt une résistance sans savoir ce que c'est qu'une résistance. Je parle au nom de tout, et puis je sais que dans cette salle, il y a sûrement des gens qui ont traversé ça aussi. C'est pas une capacité de dire oui ou non, c'est juste tu sais que tu n'as pas voix au chapitre en fait, et qu'il faut attendre que ça se passe. Et éventuellement ça passera jamais, et on peut prendre une situation anormale, tragique, violente pour un cosmos tout à fait nécessaire, dans le sens où il n'y a pas autre chose. C'est sa vie qui ressemble à ça, et puis c'est tout. Quand on est petit, on n'a pas fait l'expérience de dizaines de... On ne sait pas ce qu'il y a d'autre de disponible comme vie, vous voyez. On ne sait pas trop ça. On peut prendre son existence comme étant la seule possible, en fait, la seule envisageable, pendant très très longtemps. Donc en fait, s'en accommoder, puis finir par penser avoir devant soi quelque chose d'assez normal, et d'assez normal en fait, en gros que ce soit violent et difficile et tout ça, c'est probablement normal. En plus, quand on est entouré, comme c'était mon cas, de familles qui vivaient des situations analogues assez souvent, donc il n'y avait pas d'exemple tellement qui s'opposait à ça. Ni d'image comme aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Bon, voilà, mais après, donc j'ai pas été, non, j'ai pas été, je me sens pas comme quelqu'un qui a vaincu quelque chose. J'ai rien vaincu en fait. C'est ce que dit le livre aussi, parce qu'il précise que je suis toujours aux prises avec ces trucs, et que quand j'ouvre une porte, j'ai toujours peur de ce qu'il y a derrière, et que par conséquent, j'ai rien vaincu en fait. Tout ce que je peux faire, c'est avoir quand même la possibilité d'un interlocuteur qui s'appelle la figure, avec qui je peux relativiser les choses. D'ailleurs, le titre, la figure. Voilà, la figure, c'est ça. La figure, pour moi, c'est tel que je l'explique. Là, au début, il n'y avait pas la figure. Peut-être qu'il y avait la figure depuis quand elle est là, je ne sais pas exactement, mais la figure, c'est pas tout à fait l'espoir. L'espoir, il viendra quand ce sera tout à fait nécessaire. Mais la figure, c'est un interlocuteur. C'est aussi simple que la voix intérieure que nous avons chacun à l'occasion de prendre des décisions ou de se figurer une situation, anticiper sur une situation lorsqu'on n'a pas d'interlocuteur. On réfléchit tout seul. Attends, je crois que je vais faire ça, attends, et on pèse le pour et le contre. Bref, on a un dialogue, même
on a même un monologue, on utilise le vocabulaire, les mots, les machins, les chiffres, que sais-je, enfin on fait des réflexions, on produit des réflexions dont on peut apporter même une contradiction, auquel on peut apporter une contradiction, donc avec le sens critique, de peser le pour et le contre. Donc ça c'est le dialogue intérieur, le monologue qui se fait dans le fort intérieur, dont chacun dispose. Bon ben moi cette figure, j'ai tranché par le haut verticalement pour en faire un interlocuteur, pour faire une séparation. Puis donc j'ai pris au sérieux ma voix intérieure comme étant un interlocuteur vraiment. Et cet interlocuteur, ça peut être quelqu'un qui, comme je dis dans le livre, qui peut être un compagnon, qui te tient la main, qui te divertit, parfois qui te taquine, parce qu'on préfère la taquinerie à l'amertume. Vous voyez, quand on est triste ou quand on est... quelqu'un essaie de nous sortir de là avec des mots gentils et tout, ça va 5 minutes. Parfois, simplement, quand il nous enquiquine, ça nous fait changer d'état. Vous voyez, on peut... Donc, ce côté, cette taquinerie-là, qui vient te tirer les cheveux en arrière, quelqu'un qui te maintient en éveil, enfin, c'est un camarade comme ça que j'ai inventé avec la figure un peu. C'est à la fois c'est un bon camarade, mais qui n'est pas non plus ni un professeur, ni quelqu'un de soumis. C'est une aide, une sorte d'aide comme ça. Mais on a ça, c'est en soi, quoi. Donc là j'ai découpé dans la matière de ce qui nous est très évident quand on commence pas à en parler. On sait ce que c'est. Que son fort intérieur, ça fait partie des quelque chose pour lesquels on a une connaissance puissante, forte et aussi pleine qu'un œuf, comme le temps, la poésie, le fort intérieur. Et dès qu'on essaye d'expliquer ce que c'est, bon ben là on est en carence de vocabulaire, etc. Donc parce que c'est très difficile d'expliquer ce que c'est. Et quand on n'a pas à l'expliquer, on sait très bien ce que c'est, quoi. Et donc il est question de ça, mais c'est vrai que moi ce qui était important pour moi là-dedans, c'est apporter un peu de la dimension biographique pour ajouter un livre. Dans ce sens, c'est un livre en plus, dans le sens où c'est des questions qui agitent beaucoup la société aujourd'hui quand même, savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que cette maladie des bons hommes à vouloir ratatiner les peuples, ou ratatiner tout ce qui vit dans l'appartement, ou tout ce qui vit dans la famille, ou tout ce qui vit dans l'atelier, dans le métier, dans la cuisine, que sais-je. Il y a quelque chose. Il ne s'agit pas d'isoler, de rendre exclusive cette violence dans le camp des hommes, mais il est manifeste qu'il y a une interrogation très forte qui pèse quand même sur ce constat, quoi. Donc ce livre, il arrive il intervient dans une époque où ces questions sont quand même très, saillantes. Et à ce titre-là, il est vrai que depuis que j'écris, j'ai jamais réellement caché cette dimension-là de ma vie, d'avoir été moi-même aussi comme ça, l'esclave d'un tyran. Mais je ne l'ai jamais caché, mais je ne l'ai pas raconté sous cette forme-là, mais n'importe qui. Je veux dire, ça pouvait quand même... Puis là, en fait, j'en dis pas tellement plus, en fait. Non, mais j'en dis pas tellement plus. Oui, c'est pas un déballage, hein, c'est pas un livre qui non, déballe. Non, pas du tout. Mais il y a... Là, j'ai compliqué dès lors qu'on habite une situation familiale ou sociale qui serait celle-ci ou celle-là, mettons la guerre, mettons n'importe quelle situation cauchemardesque, il y a quand même le langage qui passe. Voyez. Et ça, on peut le faire sien, et dès lors qu'on a le langage, dans le fond, on possède un tout petit peu, il y a un fil qui dépasse pour la liberté, quoi. D'où vient cette écriture, d'où ce désir d'écrire, et qu'est-ce qui est devenu, comment est née cette écriture, et comment elle se met en route, et qu'est-ce qui l'inspire, est-ce que, je voulais poser cette question, à quel moment, je pense que vous vouliez écrire, très jeune, vous vouliez écrire, on a l'impression que déjà tout ce que vous observiez, parce qu'il y a un rapport aux éléments, on sent que c'est un rapport d'écrivain, c'est une sensibilité déjà d'écrivain qui observe, qui note, qui voit, qui répertorie, qui classe. Donc à quel moment
cette autorisation, puisque c'était pas dans le lieu de l'école que ça s'est produit. Mais à quel moment j'ai dit je vais me mettre, je vais noter tout ça, je vais écrire tout ça, je vais. Je sais pas trop, j'ai pas. On ne se situe pas dans le développement. Non, je sais pas. En tout cas, le désir d'écrire, je le relis pas forcément en faisant le parcours à l'envers et en essayant de tirer des bords vers des causes originelles qui m'auraient mis à écrire, à savoir la dimension scabreuse du théâtre de mon éducation. Je ne crois pas que ce soit ça qui m'a donné envie d'écrire. Vous étiez quoi? Vous étiez Je pense que les gens ont envie d'écrire pour des raisons ou d'autres, qu'ils aient des vies heureuses ou pas, et que si j'avais eu une vie formidable enfant, d'ailleurs ma vie d'enfant a aussi été formidable, c'est ça la magie de l'existence, c'est qu'elle n'a pas été que tragique et sordide, elle a, comme chacun d'entre nous, été une succession, une chose parfois discontinue de joie et de malheur, mais il y a une discontinuité quand même, il y a des états, il y a des rencontres, il y a des choses, il y a des après-midi, il y a un mercredi formidable, il y a une année scolaire qui est un petit peu mieux que l'autre, il y a la peur de l'autre grand fou, mais cette peur, elle respire aussi, ça palpite, quoi. Je veux dire, voilà, après, la truculence, la joie, l'appétit d'être au monde et tout, ce livre en témoigne. C'est pas un livre sur le tragique et le sordide, c'est un livre aussi qui dit que en dépit de tout ce bordel, la meilleure partie de tout ce cirque, c'est encore la vie, quoi, quand même. Ah, mais c'est un hymne à la vie. Le principe, c'est ça, quoi. Mais j'ai tout. Et c'est un hymne aux mots aussi. Oui, bah ça, les mots, c'est le parce qu'il y a un vocabulaire. S'il y a une liberté, mais après, on doit ça à la fois à l'accompagnement maternel et paternel, en dépit du manque d'amour flagrant que peuvent recevoir les gens, les enfants, en dépit de plein de manques. Il y a quand même un apprentissage du langage qui se fait, vous voyez, ça c'est étonnant. On apprend à parler, les enfants apprennent à parler. Je sais bien que s'il y avait des spécialistes ici, ils pourraient dire attention, dans certains cas, l'apprentissage du langage est compliqué dès lors qu'on habite une situation familiale ou sociale qui serait celle-ci ou celle-là, mettons la guerre, mettons n'importe quelle situation cauchemardesque. Il y a quand même le langage qui passe. Voyez. Et ça, on peut le faire sien, et dès lors qu'on a le langage, dans le fond, on possède un tout petit peu, il y a un fil qui dépasse pour la liberté, quoi. Et après, faut tirer, faut faire quelque chose, bien sûr, mais c'est étonnant quand même ça. Et en fait, si on possède rien que le langage, on a déjà beaucoup quand même, on a déjà énormément, bien sûr ça ne met pas du beurre dans les épinards, mais enfin ça peut, si on peut, vous voyez, si on peut avoir de l'humour par exemple, on possède un immense trésor, quoi. Et ça, il suffit pas de beaucoup d'efforts de vocabulaire, quoi. Donc la langue, donc l'hommage aux mots, c'est plutôt c'est un hommage tout simplement au langage, à la capacité de dire, quoi. Oui, est-ce que c'est pas est-ce que quand on commence à avoir des mots, quand on trouve ces mots, quand on les cherche et qu'on les chercher très loin, au fond de soi, est-ce que c'est pas pour contrer justement ce qui n'a pas de mots, qui est la violence, qui est les coups, qui est les gens qui sont dépassés par leur pulsion? Est-ce que on vient pas mettre des mots pour contenir une rage? Très profondément. Non, on sait bien que souvent il y a cet axiome très simple qui dit que la violence commence où le langage ne trouve pas à se poursuivre. On peut très bien comprendre ça, on sait très bien ce que c'est que la colère, quoi. Quand on est à bout d'arguments, on va taper le poing sur la table ou donner un coup de pied dans un mur. J'avais déjà exprimé cette question de s'en prendre à la matière quand on est dans une colère, parce que dans le fond, notre vrai problème, c'est ça. C'est pas on fait notre fureur. C'est pas l'autre, en fait. On peut trouver 1000 raisons à se mettre en colère contre quelqu'un, mais si à la fin on commence à taper dans le mur, on a vraiment trouvé le bon responsable. Parce que c'est vrai que ce responsable, c'est le mur. Le responsable, c'est le réel dans quoi on se cogne. C'est d'être au monde qui est notre problème, en fait, pas les autres, pas les choses contingentes. C'est les choses nécessaires, fatales, quoi. Donc la colère, qu'elle se retourne vers la matérialité, c'est une très bonne chose. On pourrait casser plein de trucs, il y a plein de trucs à casser. Il y aura bientôt plein de robots à casser, par exemple.
Et quoi dire d'autre à ce sujet? Donc cette fureur. Oui, la fureur, ouais, la fureur. Et Non, mais c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser le langage on en pour fait quelque chose. d'autres choses. On en fait quelque chose. Pour dire, non, mais simplement parce que, par exemple, quelqu'un qui se passionne pour la botanique, ou il va pouvoir avoir accès à un lexique, un vocabulaire avec des étymologies compliquées, des racines latines, grecques, il va se faire un plaisir, le plaisir du verbe, du langage, de tout ce qu'il a de très favorable à l'existence. Quand le langage témoigne du génie humain, entre guillemets, quoi. Enfin, génie, on peut dire relatif, mais dans le cadre du langage, c'est quand même une prouesse incroyable quand même. Donc tout le vocabulaire, toute la langue, elle est au service du beau comme du laid, de la défense comme de l'attaque. On n'est pas autre chose que le langage en fait. Moi je dirais, je crois pas aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je pense depuis déjà pas mal de temps, que le vrai habitant de tout ça, c'est le langage, quoi. Si on veut, quoi. C'est pas les estomacs qui disparaissent avec le corps, hein, quand ils meurent, donc c'est pas... C'est les mots qui restent... Pardon ? C'est les mots aussi qui restent... Les mots, les idées, ce qui s'est échangé entre nous, quoi. Dans les livres qui sont ici autour de nous, il y a des gens qui sont plus là, mais leurs mots continuent d'agir. Ouais, et on n'a plus besoin de les nourrir. C'est vrai, mais ils continuent de... L'estomac, il n'est plus là. C'est qu'il y a quelque chose qui vit quand même, mais c'est pas quelque chose qui demande une attention. Bien sûr, les livres demandent une attention. Bien sûr que c'est peut-être pas aussi schématique que je viens de le dire, mais ça demande une attention. Il y a quelque chose à préserver, c'est sûr, à préserver dans le temps, bien sûr. Mais il y a une magie, quoi. C'est magique, en fait. On habite un monde magique, comme disait notre cher poète Christophe Tarkos. Le monde est magique. Et en fait, c'est une assertion qui est très simple, qui résume tout, quoi. Et il y a de la magie noire, hein, il y a toutes sortes de réminiscences. La réminiscence me donne, le mot lui-même me fait l'impression d'un suintement. Une réminiscence, c'est pas comme une cascade ou un choc. Il y a un filet, quoi. C'est un filet de réminiscence. Moi, concernant la mémoire, je pense plus en termes de choc. C'est-à-dire que mon image, l'image que j'ai déjà exprimée, mais je vais la reprendre parce qu'il me semble qu'elle est... D'ailleurs, je crois que elle est dans le livre. Elle est dans le livre, oui. Ce dont je ne me souvenais pas la dernière fois que je l'ai dit, mais c'est... Imaginons que la mémoire vraiment serait un genre de continent de glace, comme l'Antarctique, je crois. L'Arctique. Et qu'à la faveur de quelques météos au présent, il s'opérait des dislocations, créant ce qu'on appelle des débâcles, et faisant dériver des morceaux, comme ça arrive, hein, sur notre Terre, des morceaux de ce continent de glace qui serait la mémoire, des morceaux gros comme un département, et qui dérivent dans les eaux du présent, quoi, qui viennent là, et avec lesquels il va falloir encore négocier là dans le présent, afin de pas entrer en choc. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des débâcles dans cette mémoire et qu'à un moment donné ça brise? Il y a un morceau qui vient dériver, qui vient se rappeler à vous. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas, c'est pour ça que je parlais de météo particulière. Toutes sortes de météos particulières, des ruptures amoureuses, des dépressions, des difficultés passagères, de la maladie, enfin je sais pas, éventuellement des deuils, enfin plein d'occasions pour faire dériver ces gros fragments, quoi. Donc c'est vrai que si on pense à Proust, et je ne vais pas me poser en lecteur de Proust, que je ne suis pas, j'ai lu un petit peu Proust, mais je n'ai pas parcouru toute la recherche, etc. Mais disons que c'est aussi un des auteurs du XXe siècle qui a fait couler énormément d'encre et qui représente en lui-même un continent. Donc, sans l'avoir lu intégralement, on peut dire qu'on en a une intuition, plus qu'une intuition en tout cas, quant à sa politique du souvenir, justement, quoi. Et donc là, il y a un peu de l'entomologie chez lui, c'est-à-dire qu'il prend des spécimens, il va chercher des spécimens. Il est très attentif, il est très silencieux derrière son bosquet, et puis il va se jeter sur des choses au dernier moment, mais tout doucement, comme s'il attrapait un papillon, sans vouloir le... Donc toute cette grâce, enfin,
Et cet aspect gracile, ben moi, c'est pas là. Moi, c'est plus brut. Évidemment, évidemment que je ne suis pas Proust. Mais il y a quand même il y a l'invention d'un monde. C'est quand même l'invention d'un monde et d'un univers et d'une intériorité. Enfin, comme Proust, comme les auteurs, il y a quand même, quand on monte, il y a une couleur, il y a un univers qui est posé et il y a un monde qui est nommé. Et donc, c'est un microcosme, mais c'est une sorte d'exploration de ce monde, une élucidation de ce monde qui est là, qui est en soi, quoi. Et c'est... S'il y a un point commun, et ça sera le seul, c'est vraiment une histoire mobilière avec Proust. C'est que on s'imagine Proust reclus dans sa chambre, disposant des commodités quand même liées à sa fortune. C'est-à-dire, on lui apporte le café quand même, il ne va pas oser aller le chercher lui-même. C'est une prison relativement dorée quand même. Mais quand même, il est loin des événements. Il est à distance, il est dans un isolement, il est presque, vous voyez, il est obligé un peu de spéculer, quoi. Et mon personnage, le narrateur, il doit spéculer aussi, parce que quand j'écrivais le livre, d'abord j'ai commencé à écrire le livre à partir d'un fragment que j'avais écrit il y a déjà très nombreuses années, je ne sais pas, peut-être 8 ou 10 ans, et qui racontait par le menu les événements tels qu'ils s'étaient réellement déroulés, ou que les événements tels que j'en avais la connaissance. C'est-à-dire, la famille était dans un appentis, dans un jardin, une petite cabanette en bois qui a pris feu. Ça s'est réellement passé. J'habitais dans cette cabanette, mais j'étais dans un couffin puisque je venais de naître. La maison prend feu. La famille qui a 3 enfants, dont un tout petit moi, n'a plus de logement. On leur prête un champ, ils vont dans un champ, ils campent pendant 2-3 ans dans ce champ, et après on leur propose un logement. Et donc j'ai raconté ça jusqu'au logement. Et là, j'étais pas du tout dans un livre de littérature ou quoi, j'étais en train d'essayer de commencer un récit biographique sans savoir pourquoi ni comment, et plusieurs années après, j'ai repris ce texte et je l'ai un peu retravaillé. Puis quand je suis arrivé à ce moment, et on leur propose un logement. Et alors là, j'aurais dû continuer ou j'aurais pu continuer, et ils sont montés, et voilà ce qui s'est passé, etc. La moquette était bleue, il y avait, puis 2 autres enfants sont nés, puis on était 7, et puis raconter tout le menu. Mais lorsque j'ai repris le texte, je suis arrivé en bas de l'immeuble, concrètement dans l'écriture, c'est dans l'écriture que je ne suis pas monté. C'est pas dans le passé, quoi. J'ai pris la décision là. Et c'est une décision que j'ai prise sans vraiment y réfléchir longuement, et qui a engendré la possibilité du livre en entier. Parce que si j'avais pas eu ce petit, vous voyez, cette pudeur, une architecture permettant la pudeur qu'est la mienne, ben, j'aurais pas pu écrire le livre. Donc là, en laissant l'enfant dans le halo, dans une périphérie de l'appartement, vous le regardez de loin, c'est-à-dire sans voir et sans avoir à décrire par le menu tout ce qui s'y déroule réellement, puisqu'il n'a pas accès. Mais comme il observe ce monde, il l'observe, il ne peut le comprendre et le voir que par la silhouette de la mère qui va faire les courses, puisque c'est un monde, vous voyez, le monde dans lequel on vit, c'est les mamans qui vont faire les courses, c'est le monde dans lequel on vit, en tout cas dans lequel je vivais, c'est ça. Et donc, c'est en voyant l'empressement particulier qui est le sien que l'enfant, l'observateur peut dire j'ai eu raison de ne pas monter, parce que d'après ce que je vois, là, comme elle marche pour aller acheter 3 œufs et une plaquette de beurre, je veux dire, elle n'est pas poursuivie par des chiens loups, elle ne devrait pas marcher à cette vitesse, elle ne devrait pas respirer, elle ne devrait pas avoir ce visage. Elle ne devrait pas jeter des œillades vers la fenêtre de la cuisine avec cette crainte sur son visage. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, quoi. Mais c'est seulement par cette silhouette qu'on a accès à cette potentialité-là. Mais comme le narrateur est aussi l'auteur, eh bien l'auteur, sachant ce qui s'est déroulé, essaye d'imprimer cette réalité quelque part ailleurs que dans le noyau ou dans le foyer brûlant, où il faut avoir soit un plus grand talent littéraire pour s'en emparer, soit être plus courageux, soit être moins pudique. Il y a tout un tas de qualités que j'ai pas. J'ai d'autres qualités, j'ai d'autres défauts, mais ces qualités-là, je les ai sûrement pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'aimerais tellement lire un livre qui me raconterait cette violence telle qu'elle se déroulait, par ce que pourrait faire un procès verbal, par exemple.
c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi d'un point de vue littéraire, mais moi c'est pas à ma portée, quoi. Moi j'ai fait un conte en fait, Oui, c'est ça. j'ai fait un conte biographique, quoi, ou une biographie fantastique, ou quelque chose entre les deux. Oui, c'est de l'ordre du conte. Mais est-ce que ça s'écrit par fragment, par palier, dans la continuité? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des paliers et qu'on passe, il y a une respiration et hop, on passe à une autre strate du livre. Il est plutôt arrivé par salve. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que je ressentais dans le mouvement du texte. Mais pas forcément dans l'ordre dans lequel on le lit. Hein. Il y a eu des moments. On a des proses, on a des proses on a comme des proses soudain qui surgissent. Et il y a un palier, on est sur un palier et on franchit un autre palier. Oui. Et ça, il y a une nouvelle énergie qui surgit qui fait qu'on est quand même captivé par ce texte. Parce que quand on en parle comme ça théoriquement, on est en dessous de ce qui se passe en fait quand on lit ce livre. C'est toujours difficile de paraphraser un texte parce que la beauté, c'est vraiment, c'est ce que vous éprouvez, je crois, en l'entourant ce soir, c'est que quand il arrive sur scène, quand il écrit, il y a un monde qui se déroule et qui nous emmène. Voilà, dans sa caverne, dans sa grotte. En fait, par exemple, c'est pour vous donner juste c'est pour... Parfois le texte reprend, vous voyez, je vais relire un petit passage, mais le texte reprend et en fait, là, sur ce petit bout, je dis ça y est, ça recommence, mais cette fois, c'est au pied d'un laurier. Bah, en fait, le ça y est, ça recommence, mais cette fois, c'est au pied d'un laurier. C'est pas dans le temps de l'histoire, c'est dans le temps de l'écriture, c'est au présent que ça recommence. En fait, je vous dis, je me rassois, je reprends le texte. Je me rassois, je vais réécrire ça y est, ça recommence. Mais cette fois, c'est auprès d'un laurier. Et en fait, ça appartient pas, c'est pas quelque chose que j'ai voulu dire pour éclairer quelques vérités. Ou pour reprendre le fil de quelque chose. Mais c'est pour reprendre le fil et puis dire quelque chose de vrai aussi. Ça y est, ça recommence. C'est une dérive, il y a des déviations dans ce texte, il y a des dérives, il y a des continents. Enfin voilà, c'est pas un texte qui est plat ou linéaire. Donc je l'ai laissé parfois 2 mois, des fois j'ai laissé 1 mois, des fois. Il y a une nouvelle énergie qui. Mais je ne l'ai jamais, par contre, à chaque fois que j'ai repris le texte, je l'ai repris dans son ensemble. Je n'ai pas forcément travaillé à la suite, je ne travaille pas que la suite du texte. Non. Je ne reprends pas forcément où j'en étais, je reprends au début. Je reprends le truc et c'est quand même un ballon qui gonfle un peu plus et qui essaye de fermer pour garder l'air jusqu'à la prochaine fois. Puis tu le reprends. C'est pas trop d'air qui repart. Des fois, on a peur d'être déçu parce qu'on va redécouvrir aussi quand on l'a reçu, quand on l'a laissé 2 mois en jachère. Faut que je m'y remette, mais là, j'ai peur de me confronter au truc. J'ai pas envie d'ouvrir le truc et me dire ça vaut pas le coup de poursuivre, quoi. Donc, il faut attendre le bon moment pour se remettre au travail. Et ça, je sais pas comment je choisis ces moments-là. Je pense que je suis attentif à mon humeur, si je suis capable ou pas la météo. d'y voir clair. Ouais. On peut en lire un autre passage. N'hésitez pas, si vous avez envie de... C'est bien qu'on entende le texte. Et moi, nous nous sommes assis et j'ai allumé une cigarette. On n'a rien pensé de sérieux sur ma mère, ni sur la vitesse, ni rien. On était un peu comme 2 ronds de flanc. C'était une belle matinée, il avait plu, mais désormais, le temps était agréable. Des boutons d'églantine qui garnissent les parterres séparant l'immeuble de la rue pendaient puis chutaient de belles gouttes bien tranquillement. Le facteur, ce genre de métier, arriverait, mais il était encore tôt. Enfin, les petits et d'autres moins jeunes étaient tout de même partis depuis un moment à l'école, mais ni la figure ni moi ne les voyions jamais partir. Je n'ai jamais su pourquoi, je sais qu'ils y vont, c'est connu, mais moi en tout cas, et la figure c'est pareil, on ne les voit pas partir. C'est là précisément où nous sommes ici ou là, en tout cas, pas là où il faudrait que nous soyons pour les voir partir manifestement. On les voit cependant revenir, on les voit revenir parce qu'à cette heure-là, eh bien, c'est l'heure où nous sommes à coup sûr sur les marches de l'immeuble à profiter de la lumière qui à ce moment précisément commence à avoir le plus de mal à percer le très opaque feuillage du laurier où nous nous rendons pour obtenir un peu de fraîcheur lorsque le soleil donne trop dans la journée. Mais si nous voulons de la fraîcheur, nous voulons aussi de la lumière. En réalité, nous cherchons quelque chose un peu entre les deux. Nous préférerions que la température ne descende pas en même temps que le soleil. Mais nous sommes d'accord, c'est compliqué de ménager la chèvre et le chou à l'échelle d'un nuage interstellaire, fut-il local.
Enfin, nous essayons, en passant du moment opportun du laurier aux marches, ou des marches au laurier, tantôt du laurier au tourniquet, car tourniquet il y a, comme il y a bac à sable, pull, couvreur, poire, local à poubelle et local à vélo. Nous essayons, en passant intelligemment d'un endroit à l'autre, d'avoir une bonne vie. Mais revenons sur le laurier pour voir un peu, essayer de comprendre. Le laurier, grâce à son fameux feuillage bien dur et bien clos, si je puis dire, mais je pense qu'on peut, avec un peu de bonne volonté ou en se laissant penser avec assez de confiance, se faire aisément une idée de ce qu'est un feuillage bien dur et bien clos. Enfin, le laurier, donc, qui protège parfaitement du soleil, est tout à fait en mesure de protéger également de la pluie. La pluie qui tombe dans la région, disons, tout de même assez souvent. Ces derniers mois, il a fallu faire preuve de patience car nous sommes passés par beaucoup de précipitations. Je me souviens très bien qu'il pleuvait régulièrement aussi il y a des années lorsque j'allais moi-même à l'école, car je suis allé à l'école. Pourquoi le cacher? J'ai eu des vies normales. Et pourtant, c'est exact, je n'y suis jamais trouvé corps et âme. Liquéfié derrière mon pupitre, je n'ai fait qu'y survivre et qu'y suivre ma langue, qui topographiait patiemment mes dents. En d'autres termes, à l'école, j'ai établi anxieux le plan de ma bouche. Activité qui n'ouvre sur aucun diplôme. Elle n'est pas encouragée par les professeurs, mais a le mérite de pouvoir être menée dans la plus grande discrétion. Ah, j'avais aussi un autre passe-temps, et pas des moindrement embarrassant à révéler, cependant qu'il était question de produits remarquables au tableau ou encore de guerre des Gaules. J'attrapais sous mon ongle fouillant dans ma nuque, au sommet de mon crâne, un pouls dodu que je plaçais sur mon cahier, afin, avant qu'il ne saute et s'enfuit, de plaquer sur lui mon décimètre transparent. Je n'avais alors plus qu'à poser mes pouces de part et d'autre du parasite, faire pression d'un coup sec et le voir et l'entendre péricliter pour devenir une tache de sang brun piégée sous le plexiglas. J'ai pratiqué cette chasse et ces curés sans dégoût. C'était une sorte de consolation, un théâtre minuscule pour un drame infime. La vengeance par l'octroi absurde d'un droit de mort sur des générations d'arthropodes que rien ne reliait à la source de ma colère. Je mentirais même en niant que ces poux ont été pour moi une fameuse compagnie. Ils m'ont offert, comme la douleur et les caries, disons, une identité. À mes yeux, j'étais celui-là, j'avais un métier, quoi. J'étais leur bourreau méticuleux et discret, tout en surveillant et maudissant le cadran des horloges. L'école, ne vous offusquez pas, j'ai compris par la suite qu'on ne m'y voulait pas tant de mal que ça, mais alors, j'aurais aimé y mettre le feu, quoi. C'est dire, hein, des semaines entières, je m'y rendais et on revenait sous la pluie, mais aussi par très beau temps. Et je m'y rendais également par très beau temps. Parfois, je pouvais m'y rendre par beau temps, et puis le soir même, c'était courant, je rentrais sous la pluie, en luttant contre un vent métallique. Mais ces variations brutales, je n'y prêtais pas attention plus que ça. Après tout, il est normal que le temps change, et normal aussi de ne pas s'en préoccuper plus que ça, puisque cela fait en outre du changement, et c'est souvent une bonne occasion de repartir dans la vie avec de bonnes dispositions. La vie est excitante quand elle se coule dans de nouvelles habitudes. Mais c'est vrai que plus tard, lorsque la vie ne se coule plus dans de nouvelles habitudes, cela peut être également excitant. Hein? En tout cas, c'est énervant. Hein? On ne peut pas dire qu'on s'ennuie. Oui, je suis allé à l'école, c'était bien obligé. C'est une sacrée obligation même. L'école, bon, l'école ça va, je connais, pas de douche, pas de brosse à dents, peur d'un abruti, amoureux d'une fille, les cahiers, la gomme, fatigué, tout ça. Et de temps en temps, oui, l'extase à l'acquisition d'une connaissance, plaisir devant la clarté d'un enseignement. Et je ne dis pas ça pour montrer mon attachement à la République, hein, je ne vise aucune médaille. Hein. Là, je ne suis pas exactement un repenti. En somme, il faut bien dire ce qu'il y est, je suis allé à l'école. Et aussi, je suis resté au bal d'immeuble avec la figure. Et si je me fie à mes souvenirs, après l'incendie et le passage dans le champ, qu'importe où j'ai pu me trouver et ce que j'étais en train de faire ou ce que j'étais censé y faire, j'étais également ailleurs, tâchant de remplir d'autres attentes. L'école et tout le reste, il faut prendre ça tout d'un bloc. J'ai fait les deux, c'est ma conclusion. De même que séjournant en mégapole, ayant connu un futur, je n'ai pas fait le moindre centimètre, ni dans le temps ni dans l'espace. On ne pourrait pas glisser une feuille de papier à cigarette entre mon tympan vieillissant et le cacardement épouvantable et magique du noix dont le corps sans tête trace sa trajectoire nerveuse dans les pâquerettes. Ça fait référence à l'introduction du livre. Sa parade morbide, comme une voiture surmontée de haut-parleurs annonçant la tenue d'un sacrifice rituel, le lieu et l'horaire. Je vous parle